durable et de qualité sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, les fameux SIQO, dont au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique. Nous en sommes encore loin à l'échelle nationale, puisqu'en 2023, sur 2,8 milliards d'euros d'achats alimentaires déclarés, le taux global de produits durables et de qualité était de seulement 25,3%, dont 12,1% de produits issus de l'agriculture biologique. Pour faire un point sur la mise en œuvre de cette loi et le suivi qui en est assuré par l'État, nous recevons la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, représentée aujourd'hui par Monsieur Loïc Agnès, chef du service du pilotage de la performance sanitaire et de l'international, Madame Sophie Palin, sous-directrice de l'accompagnement des transitions alimentaires et agroécologiques, et M. Erwan De Gavel, chef du bureau de la politique de l'alimentation. Je vous remercie pour votre présence et je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez s'il vous plaît lever la main droite et dire « je le jure ». Je vous remercie. La fixation d'objectifs volontaristes par la loi Egalim, dont le bien fondé n'est pas contestable, est révélatrice, selon nous, des défaillances françaises en matière d'usage de la donnée pour l'élaboration et le suivi des politiques publiques. Et avec nos collègues, nous avons régulièrement l'occasion de pointer ce sujet. Disposait-on d'une idée précise au moment de l'adoption de cette fameuse loi de l'origine des produits servis en restauration collective, de ce fameux T0? Ces lacunes, malgré le délai laissé aux personnes publiques pour se conformer aux nouvelles obligations, expliquent sans doute aussi le retard que nous constatons aujourd'hui. Cette loi a fait reposer sur les collectivités territoriales gestionnaires de la majorité des structures de restauration collective publique la charge la plus lourde d'adaptation à ce nouveau modèle. Vous pourrez donc nous indiquer l'accompagnement dont elles ont pu bénéficier de la part de l'État pour s'y conformer et peut-être pourquoi le même effort ne semble justement pas avoir été consenti au niveau de la restauration gérée par l'État, parce que les chiffres, là aussi, sont assez éloquents. Par ailleurs, un point d'intérêt particulier pour notre commission d'enquête concerne la façon dont la commande publique a accompagné la mise en œuvre de la loi. Vous pourriez donc nous expliquer comment elle a contribué à modifier les filières d'approvisionnement de la restauration collective et si son cadre juridique était adapté à ce nouveau paradigme. Enfin, s'agissant du suivi de la loi, comment vous assurez-vous de son exhaustivité? Vous pourrez nous indiquer si vous constatez des disparités marquées entre l'État, les collectivités territoriales et le secteur hospitalier, et si vous avez identifié des dynamiques encourageantes. Je vous laisse maintenant la parole. Ensuite, monsieur le rapporteur vous interrogera, puis les collègues membres de la commission d'enquête. Donc la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes maximum chacun. Je vous remercie. Voilà, désolé. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs. Merci de nous avoir donc invités pour cet échange lors de votre commission d'enquête. Je vous propose un propos liminaire à deux voix avec Sophie Palin, donc, qui est la sous-directrice de l'accompagnement des transitions agricoles et alimentaires et qui, avec ses équipes, travaille au quotidien à l'atteinte de ces objectifs de la loi Egalim. Je vous représenterai peut-être les missions de la Direction générale de l'alimentation et puis en particulier, bien sûr, ce que nous faisons sur la politique de l'alimentation, enfin notre cadre de travail général. Puis les objectifs Egalim, même si effectivement vous avez dit le principal, enfin le cœur du système, et il y a peut-être quelques particularités que je voulais aborder dès le départ. Et Sophie Palin insistera plus sur l'accompagnement
puisque comme vous le savez, aujourd'hui il n'y a pas de contrôle et de sanctions à proprement parler de l'atteinte de ces objectifs, mais toute notre stratégie repose sur un accompagnement assez varié qu'on vous exposera. Et puis, bien sûr, on répondra à vos questions. Et on a bien reçu le questionnaire sur lequel on vous répondra par écrit, bien sûr. Alors, la Direction générale de l'alimentation, rapidement, autour de 5 missions clés. Alors, classiquement, on dit que c'est la direction du sanitaire du ministère de l'Agriculture, donc une administration centrale. Le fameux programme 206, voilà, pour ceux qui travaillent sur les lois de finances. Donc la première mission, et c'est là où il y a le plus d'agents, on va dire, de ce programme qui représente 5000 ETP, hein, en gros, en France, c'est garantir donc la sécurité sanitaire des aliments produits et consommés en France, donc l'hygiène alimentaire, voilà, au sens classique du terme, y compris donc sur les contrôles aux frontières. Hein, la DGL a des agents aux frontières qui réalisent les contrôles sanitaires en lien avec les douanes. La deuxième mission, assurer la santé et la protection des animaux, animaux de rente ou de compagnie. La lutte contre les maladies animales, on pourrait citer l'influenza aviaire hautement pathogène, par exemple, mais il y en a d'autres. Assurer la santé des végétaux et la protection des cultures, donc là c'est plutôt les nuisibles aux cultures, et la réglementation sur les produits phytopharmaceutiques. Même si vous le savez, on n'autorise pas, c'est l'ANSES qui autorise les produits. Et puis 2 missions qui sont plus dans l'accompagnement, et on glisse vers la politique de l'alimentation, accompagner les transitions vers des systèmes agricoles plus durables. Donc la DGL est impliquée dans des plans comme Ecophyto, parmi ceux qui sont le plus connus. Et c'est la DGL qui portait le fonds phyto de la planification écologique, par exemple. Et enfin, porter la politique alimentaire. Donc on y vient au sujet. Donc effectivement, c'est bien le ministère de l'Agriculture qui est en charge, d'après ses décrets d'attribution, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'alimentation. Vous savez, depuis la dernière loi d'orientation agricole, l'article L1, le premier article du Code rural et de la pêche maritime, a été amendé dans un sens de reconquête de la souveraineté alimentaire, et la politique de l'alimentation, est bien un des leviers de cette politique en faveur de la souveraineté alimentaire. Et donc l'objectif qui lui est assigné dorénavant est de permettre l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation suffisante, saine, sûre, diversifiée et nutritive tout au long de l'année, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire. Donc notre cadre de travail qui existait avant la LOA et qui sera bientôt révisé, c'est le Programme national de l'alimentation, le PNA, qui aujourd'hui est organisé autour de 3 axes. La justice sociale, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'éducation à l'alimentation, qui reste un point important de cette politique. Et 2 leviers transversaux sont mis en avant. Les projets alimentaires territoriaux, que vous connaissez sûrement, on les cite et on les recitera peut-être au long de l'audition, puisque c'est une politique qui permet de concourir aussi à l'atteinte de ces objectifs EGalim. Et puis la restauration collective. Donc c'est vrai que la restauration collective, c'est un objet d'action de l'État et du ministère un peu historique. Et donc, on va venir plus précisément aux objectifs. Mais avant, je voulais rappeler tout de même que c'est une politique par nature interministérielle. Vous l'avez rappelé, il y a différents enjeux donc, qui sont compris au sein de cette politique de l'alimentation. La santé publique, l'environnement, les transitions agricoles rendues indispensables par le changement climatique, et puis la souveraineté alimentaire et effectivement l'appui aux filières et la structuration des filières agricoles. Je finirai juste sur un objet dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la SNANC, la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. La ministre de l'Agriculture au Salon a annoncé qu'elle serait bientôt mise à la consultation. Il faut voir cette stratégie comme un chapeau des orientations stratégiques qui ensuite seront, irrigueront tous nos plans et nos programmes d'action. Donc ça va être un élément important de la politique de l'alimentation en France.
Donc les objectifs EGalim, pour y venir. La loi EGalim 1, qui a été donc promulguée en 2018 à la suite des États généraux de l'alimentation, à un moment où il y avait un peu une crise entre les producteurs et les distributeurs, qui avait pour visée de garantir l'accès de toutes et tous à une alimentation saine, durable et de qualité. On répète souvent ces mots, mais ils vont ensemble. Et effectivement, il y a eu des dispositions assez inédites. Alors, vous parlez du T0. Les premiers chiffres qu'on a commencé à collecter, c'était des données 2019. On vous les donnera. Voilà, on pourra en reparler avec les collègues. Je ne sais pas si on connaissait exactement, lorsque ces pourcentages ont été émis dans la loi, des chiffres, on va dire, des données actuelles. Pour autant, on s'est replongé avant l'audition dans les archives historiques et effectivement, dès le Grenelle de l'environnement, on a vu ressortir notamment ce chiffre de 20% de bio. Donc on va dire ça, voilà, c'était dans l'air, mais c'était bien sûr pas encore une norme, on va dire. Donc les objectifs, vous les avez cités, je ne vais pas les répéter, peut-être préciser que la cible, c'était bien les restaurants. Donc au 1er janvier 2022, on va dire la restauration collective pour les gestionnaires chargés de services publics, complétée en 2024 par la restauration privée. Donc effectivement, on pourra en reparler. On n'a pas encore les données 2024 puisqu'elles sont collectées en ce moment. Donc les gestionnaires télédéclarent, par exemple en 2025, les données 2024 et la télédéclaration est en cours. Généralement, elle se termine le 31 mars. On a donné un petit délai pour que tout le monde puisse être à l'heure, mais on n'aura pas encore ces données. Mais voilà, depuis 2019, on pourra vous donner les chiffres. Et effectivement, vous les avez cités, on est encore au milieu du gué, à peu près à la moitié, et sur les produits durables et sur le bio. Je voulais juste aussi rappeler que ces valeurs sont calculées à partir des achats hors taxes des gestionnaires par année civile. Donc, sur 1 000 € hors taxe d'achat, il faut bien 500 € de produits durables. Et les 20% se rapportant au tout, c'est 200 € voilà, de produits bio, pour être précis. La loi prévoit aussi la liste des critères. Je pense que vous les connaissez, mais pour en citer quelques-uns, bien sûr le bio, puisque donc c'est compris dedans, les AOP, les AOC, les IGP. Ont été ajoutés, puisqu'il y a une autre loi qui est venue compléter ce dispositif, c'est la loi climat et résilience d'août 2021. Et je voulais finir par deux catégories, j'allais dire particulières, en tout cas qui sont relatives aux critères d'achat dans les marchés publics. Donc on en vient au sujet aussi de votre audition, qui sont sous responsabilité des acheteurs, qui sont d'une part la prise en compte du coût lié aux externalités environnementales. Donc c'est selon des méthodes, ni EGalim, ni le Code de la commande publique ne valide les méthodes, donc on se repose sur les méthodes, c'est l'acheteur qui doit se reposer sur une méthode donc du fournisseur. Et un autre critère qui sont les achats directs et les performances environnementales, qui sont là plutôt appréhendés sous la forme d'une notation. On pourra venir dans le détail si ça vous intéresse. Ce qui est sûr, c'est qu'en disant ça, on touche du doigt le point de vigilance qui est sur les produits locaux pour parler de ce sujet qui est souvent celui qui nous revient et qui est lié au droit de la commande publique, puisque aujourd'hui on ne peut pas directement prendre en compte ces produits locaux. La loi ne l'impose pas. Il n'y a pas d'obligation d'introduire du local à ce sens strict. Pour autant, grâce à ce dernier critère sur les achats directs et les performances environnementales, et c'est là qu'il y a une stratégie d'achat et on aide, et je laisserai ma collègue préciser comment, via des guides, mais en tout cas on peut faire du durable et local. Voilà, du local seul, non, pour faire court. Durable et local, ça peut se faire, mais tout dépend de la stratégie d'achat. Donc il y a vraiment un rôle important. C'est la commande publique là qui est au cœur du dispositif et on va dire de la performance de l'atteinte des objectifs EGalim. Puisque bien sûr, ça va sans dire, mais le gouvernement ou les collectivités locales ont bien sûr un objectif de souveraineté, d'appui aux filières locales. Donc c'est tout à fait dans ce sens aussi que nous travaillons. Rappelez que la loi EGalim a aussi dispose d'autres dispositions.
La diversification des sources de protéines, le menu végétarien hebdo, l'obligation de l'option quotidienne VG en cas de choix multiples pour l'État seulement, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'information du consommateur qu'on a traduit dans nos outils comme une transparence très forte, on y reviendra, et par exemple la substitution des plastiques. Mais quand je vous cite ça, c'est aussi pour dire que toutes ces autres dispositions pour la restauration collective sont des leviers financiers. Enfin, quand on lutte contre le gaspillage, on fait des économies, donc on est encore plus à même d'acheter du bio, si je fais un peu caricatural. Puisque bien sûr, entre 2018 et aujourd'hui, il y a eu le Covid, l'inflation, donc effectivement cette loi Egalim, ces objectifs, on sait que c'est un coût aussi pour la restauration collective, et quand on dit qu'on est au milieu du gué sur les objectifs, pour autant, et on le verra peut-être dans le détail, on a de plus en plus de télédéclarants dans l'outil Ma Cantine, qui est notre outil de rapportage. Le fait, j'ai envie de dire, de rester à peu près au milieu du gué, mais de ne pas décroître, on le prend aussi plutôt pour une bonne nouvelle. Voilà, pour le dire simplement. Et si on va plus dans le détail, aujourd'hui, dans nos télédéclarants, il n'y a que 15% des gens qui déclarent qui sont aux objectifs de 50, dont 20. Donc c'est vrai que c'est pas... voilà, et ça, c'est les chiffres 2023, données 2023 collectées en 2024, et encore une fois, en 2025, on est en train de collecter les données 2024. Je voulais aussi, je l'ai dit au début, désolé, je suis peut-être un peu long, mais rappeler qu'il n'y avait pas de contrôle et de sanctions donc sur l'atteinte des objectifs, mais dire quand même que donc nos services locaux, les directions départementales en charge de la protection des populations, ne font pas rien, elles font des choses. D'une part, les agents en charge donc, de la sécurité sanitaire, donc nos agents DGL, on va dire pour faire simple, lors des contrôles hygiène, font quand même de la sensibilisation, et on a des préfets qui, j'ai envie de dire presque spontanément, mais avec notre encouragement, font de la sensibilisation. Il y a des flyers qui existent pour rappeler aux gestionnaires que ces objectifs existent. Et la DGCCRF, donc c'est des agents qui sont aussi au sein de ces directions interministérielles, comme vous le savez, eux sont compétents sur la loyauté de l'information du consommateur et sont conduits à faire des contrôles donc pour vérifier si le bio est bien bio, on va dire. Donc ça, c'est pas directement un contrôle sur les atteintes des objectifs, mais ils peuvent aussi constater au titre de la loyauté qu'un restaurant qui déclare 20% de bio, si en fait c'était pas du bio, il peut en gros être sanctionné sur cet aspect loyauté. Voilà, je passe la parole à ma collègue sur l'accompagnement. Merci. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Messieurs les sénateurs. Je vais donc compléter les propos de Loïc Agnès sur les aspects liés à l'accompagnement des services de restauration collective pour l'atteinte de ces objectifs Egalim. Il est vrai donc que la loi Egalim, complétée par la loi Résilience et Climat, a donné des objectifs ambitieux et nombreux au service de à destination des services de restauration collective. Et dans ce cadre-là, pour accompagner l'ensemble des acteurs de la restauration collective, nous avons mis en place un certain nombre d'actions. Tout d'abord, il y a un Conseil national de la restauration collective qui a été mis en place dès 2019. Ce Conseil national de la restauration collective réunit l'ensemble des parties prenantes de la restauration collective, les grossistes, les transformateurs, les professionnels de l'amont agricole, les interprofessions, mais aussi les représentants des collectivités territoriales, les différents départements ministériels concernés et leurs établissements. L'objectif de ce conseil, c'est de pouvoir échanger sur ces obligations, mais aussi de pouvoir travailler dans le cadre de groupes de travail dédiés sur des outils d'accompagnement destinés à accompagner justement les gestionnaires de la restauration collective. Et avec les acteurs de la restauration collective, donc l'objectif, c'est bien d'avoir aussi des outils qui soient faciles à utiliser pour les concernés par ces obligations.
Donc, dans ce cadre-là, il y a eu donc des groupes de travail qui ont abouti à des guides d'achat concrets mis en ligne donc, sur les stratégies d'achat pour les marchés publics dont parlait Loïc Agnès, mais aussi, par exemple, sur les recommandations concernant les repas végétariens, des livrets de recettes, des guides aussi pour accompagner la formation des cuisiniers. Voilà. Et en ce moment même, nous continuons les travaux puisque nous avons des groupes de travail qui se réunissent, notamment pour travailler sur un clausier, donc avec des clauses types qui pourraient être utilisées par les acheteurs de la restauration collective pour faciliter aussi leur travail, et également sur des sujets un peu plus précis, notamment sur les achats durables de poissons qui sont aussi une des obligations prévues par la loi. Donc, premier temps d'accompagnement, un travail collectif, la mise en place d'outils concrets pour accompagner les acteurs de la restauration collective. En parallèle de ça, une plateforme a été mise en place qui s'appelle donc Ma Cantine. Et cette plateforme, elle a deux objectifs. D'une part, c'est une plateforme qui nous sert à collecter et donc à suivre les données d'atteinte ou non des objectifs EGalim. Et je vous invite tous et toutes à la consulter et à regarder voilà, les résultats des services de restauration collective que vous pouvez potentiellement fréquenter, voilà, pour voir les résultats. Et donc cette plateforme donc, nous aide à avoir donc, les éléments sur la base d'éléments donc, qui sont télédéclarés. Et d'autre part, elle vise aussi à proposer des outils d'accompagnement, des outils de facilitation à l'atteinte de ces objectifs. Donc forcément, les guides du Conseil national de la restauration collective que je vous évoquais précédemment sont mis en place. Mais sur cette plateforme, vous pouvez aussi trouver des éléments concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous pouvez aussi trouver des structures qui peuvent aider à former les personnels, pour ne donner que quelques exemples. Donc, l'objectif pour nous, c'est bien la montée en puissance. Vous avez évoqué donc, les chiffres du rapport au Parlement de l'année dernière. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une représentativité la plus exhaustive possible pour avoir une photo la plus proche possible de la réalité de l'atteinte de ces objectifs. Donc, nous augmentons de manière très forte. En quelques chiffres, donc, en 2022, nous étions à 19 500 cantines qui étaient inscrites sur cette plateforme Ma Cantine, sur une cible estimée à 80 000 cantines en France. Nous étions à 38 000 cantines inscrites après la télédéclaration de 2024 et nous nous rapprochons aujourd'hui donc, des 54 000 cantines inscrites sur cette plateforme. Mais au-delà de l'inscription sur cette plateforme, l'enjeu, c'est bien que les cantines télédéclarent. Et donc, c'est l'objet de la télédéclaration annuelle et qui est en cours cette année, en ce moment, pour les achats de l'année dernière. L'année dernière, nous étions à 17 000 sites qui avaient télédéclaré, ce qui représente en gros 21% de représentativité. Donc cet objectif-là pour nous est vraiment important. Nous avons aussi le souci de faciliter la tâche des acteurs chargés de la télédéclaration de ces données en prévoyant un système pour avoir en masse les données, soit au travers de fichiers Excel, soit au travers de logiciels spécifiques pour que les différents logiciels puissent se connecter et que cette télédéclaration soit simplifiée. Au-delà de ces sujets d'accompagnement, je voulais aussi faire un petit focus sur quelques accompagnements donc, financiers qui ont été mis en place. Nous avons travaillé avec la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, la DIPLP, puisque dans le cadre de la tarification sociale pour les cantines des écoles du premier degré, les petites communes rurales ont la possibilité d'être accompagnées financièrement pour mettre en place ce dispositif. Ce dispositif, donc, qui s'appelle le dispositif cantine à 1 euro, donc, est effectif depuis 2019.
Et depuis donc, le 1er janvier 2024, l'État abonde de 1 € supplémentaire cette aide si les communes s'engagent à tout mettre en œuvre pour atteindre les obligations prévues par la loi en matière de restauration collective. D'autre part, il y a aussi un programme européen qui s'appelle le programme européen lait et fruits à l'école, qui est doté donc d'une enveloppe de plus de 30 millions d'euros par an pour la France, qui permet donc d'aider financièrement l'achat de produits sous signe officiel de qualité et de l'origine, dont les produits bio, pour le lait, les produits laitiers, les fruits et les légumes, qui sont distribués aux élèves des restaurations scolaires, donc de la maternelle à la terminale. Donc ce programme il est géré par l'établissement public France Agrimaire et nous le mobilisons aussi à cet effet. En 2023-2024, l'enveloppe était consommée à hauteur de 14 millions, considérant que nous étions à moins de 4 millions par an avant la crise Covid, donc ce qui montre une montée en puissance. Et enfin, je voulais faire aussi un petit focus sur les projets alimentaires territoriaux. Les projets alimentaires territoriaux donc, qui ont été introduits dans la loi sont aussi des outils locaux qui permettent aussi d'avancer sur ces questions d'alimentation durable et de qualité. Et ces projets alimentaires territoriaux ont été donc soutenus dans le cadre de plusieurs dispositifs et en particulier dans le cadre de la planification écologique l'année dernière. Nous avons aussi mis en place un portail France PAT conjointement avec l'ADEME, Terres en Ville et les chambres d'agriculture France qui permet donc de recenser ces PAT et à tout un chacun de voir quels projets alimentaires territoriaux existent sur son territoire. Et à ce jour, donc, nous comptons 455 PAT. Vous avez évoqué la restauration collective publique. Je voulais faire un petit arrêt aussi sur le dispositif service public éco-responsable qui fait partie donc, du plan de transformation écologique de l'État coordonné par le Commissariat général au développement durable qui certainement interviendra sur ce sujet. Ce plan de transformation écologique de l'État prévoit une mesure 10 qui concerne justement la restauration collective. Donc, dans ce cas, nous avons mis en place un accompagnement particulier des services de restauration collective qui relèvent de cette sphère publique, avec des correspondants SPE qui ont été identifiés, des webinaires, des formations qui ont été tenues. Nous avons aussi élaboré un cahier des charges pour la formation des personnels. Voilà, donc tout un ensemble de mesures visant à accompagner et à atteindre ces objectifs. Concernant donc l'accompagnement de la commande publique, donc nous travaillons sur ce point de manière étroite avec la direction des achats de l'État. Je crois que vous avez peut-être déjà eu l'occasion, ou vous aurez l'occasion de les auditionner. La direction des achats de l'État co-préside un des groupes de travail que j'évoquais du Conseil national de la restauration collective, justement pour que l'on puisse avancer avec leur éclairage sur ces questions, notamment de clauses type, de cahier des charges, etc., sur des sujets donc, qui sont vraiment importants et pour lesquels ils ont toute l'expertise. Nous savons aussi que certains interlocuteurs ont fait des propositions d'évolution des marchés publics avec des questions d'évolution de seuil, différents types de propositions. Sur ces sujets, donc, nous avons saisi notre direction des affaires juridiques, mais c'est aussi un sujet sur lequel nous avancerons avec la direction des achats de l'État. Voilà ce que je pouvais vous dire en instance. Merci. Monsieur le rapporteur. Alors, trois questions. La première, c'est concernant la qualité des produits durables. Le quota des produits durables biologiques prévu par le EGalim semble très difficile à atteindre puisqu'on arrive à la moitié pour l'ensemble des acteurs de la restauration. Est-ce que l'objectif était trop ambitieux ou alors les efforts consentis n'ont pas été suffisants? C'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Votre sentiment là-dessus? Vous l'avez rappelé, aucune sanction n'est prévue dans le cas de non-respect de ces quotas objectifs. Est-ce qu'une évolution législative plus contraignante est nécessaire? Ou alors, dans la négative, comment faire pour arriver à inciter à l'objectif escompté? Et puis, dans quelle mesure la loi EGalim a favorisé l'accès
des entreprises locales, et notamment les plus petites d'entre elles, à la commande publique? Voilà 3 questions dans un premier jet. Merci, monsieur le rapporteur. Peut-être on vous fera des réponses collégiales sur ce que vous appelez le quota bio, enfin en tout cas les 20%. La réponse peut être simple, mais certains y arrivent. Et justement, au sein de l'État, on a donc effectivement. Je regardais les chiffres sur... il y a des collectivités un peu exemplaires et connues pour faire du 100% bio, mais sans parler de cela, au niveau des ministères où on peut imaginer qu'il y a aussi, j'allais dire une lourdeur, en tout cas on peut s'imaginer que c'est compliqué, avec des budgets aussi contraints. Effectivement, je vois que certains ministères, alors le ministère de l'Agriculture, s'envoyer des fleurs, mais on atteint quasiment 30%. Je vois que les affaires étrangères aussi dépassent les 30%. L'armée est à peu près à 20%. J'ai envie de dire, voilà, c'est peut-être une réponse simple, mais en tout cas, certains y arrivent et pas que des collectivités, on va dire, un peu à la pointe sur ces sujets-là. Donc, à notre sens, mais voilà, c'est notre avis, on va dire, de technicien, c'est possible. Et j'ai envie de dire... Le bio, c'est notre façon peut-être de répondre. C'est peut-être le critère, un des plus simples, je vais le dire comme ça, à atteindre, puisque la certification bio, elle est connue, elle est bien maîtrisée, que ce soit pour les produits bruts, parce qu'en la matière, sur ces produits durables et de qualité, il peut y avoir des petites subtilités entre un produit brut bio. Voilà, c'est clair à comptabiliser. Un produit transformé bio, c'est aussi simple parce que c'est assez bien décrit. Il faut plus de 95% pour que ce soit bio. Ça peut être plus compliqué sur les labels rouges, puisqu'on peut avoir de la farine label rouge, mais la baguette, pour être label rouge, c'est pas seulement d'avoir de la farine label rouge, il faut qu'il y ait le cahier des charges de la baguette qui dit, voilà. Donc j'ai envie de dire, le bio, voilà, c'est peut-être l'objet presque le plus simple. Voilà ce que je peux vous répondre. Sur les autres questions. Sophie, tu veux... Sur la question de l'ambition, ces objectifs sont effectivement ambitieux, parce que s'ils n'étaient pas ambitieux, on y serait en fait. Donc oui, ils sont ambitieux. Trop ambitieux, donc je rejoins un peu ce qu'a dit Loïc Agnès, certains y arrivent, mais nous, notre objectif, c'est vraiment de donner un maximum d'outils pour que l'ensemble des services de restauration puissent y arriver. On voit qu'il y a des écarts entre services de restauration, c'est dans le rapport au Parlement, donc il n'y a rien de secret là-dessus. Notamment, on voit que certains secteurs sont plus avancés, je pense au secteur de la restauration scolaire. On voit que certains secteurs sont un peu en deçà, notamment les secteurs santé, médico-social. Et pour illustrer ce secteur, donc ce que nous avons fait, nous avons mis en place un groupe de travail spécifique sur ce sujet, en lien avec la Direction générale de l'offre de soins. Une première réunion donc, a eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines. Et donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir avancer avec eux sur ce sujet-là pour voir comment améliorer la situation. Sur la question des sanctions, donc là, à ma connaissance, je n'ai pas information qu'il y ait quelque chose de prévu, en tout cas de notre côté, pour ajouter des sanctions dans le cadre de la loi. Pour autant, je vais revenir sur l'outil Ma Cantine. Je pense que les bénéficiaires des services de restauration ont aussi un rôle important à jouer pour aller voir les résultats des services de restauration, pour aussi échanger avec les responsables des services de restauration pour faire avancer aussi les choses. Donc c'est vrai que ce n'est pas un contrôle en tant que tel, mais c'est aussi le moyen d'échanger, de discuter. Un outil que je trouve assez aussi intéressant en termes de méthode. Comment la restauration collective peut-elle bénéficier aux entreprises locales? C'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure,
la loi n'évoque pas les produits locaux en tant que tels, aussi du fait de réglementations autres, notamment au niveau européen, qui sont à respecter. De ce point de vue-là, donc je vous le disais, on souhaite vraiment avancer avec la direction des achats de l'État pour voir ce qui peut se faire. On sait qu'il y a des initiatives qui sont faites au niveau du terrain. Je vous évoquais tout à l'heure la question des projets alimentaires territoriaux qui sont aussi un moyen de mobiliser le secteur alimentaire et agricole local. Voilà, donc qui sont aussi des leviers à cet effet. Là, je n'ai pas d'exemple concret, mais je ne sais pas, Erwan, si tu veux en donner, peut-être. Oui, pour compléter, donc pour revenir sur la première question, juste peut-être rappeler aussi le contexte entre 2018 et 2025 pour la restauration collective qui a été assez difficile avec la crise Covid-19, les classes qui ont été fermées. Ça a été un choc de trésorerie important pour la restauration collective qui n'a pas facilité l'atteinte des objectifs. Et puis l'inflation alimentaire très élevée, à budget contraint pour les différents établissements de restauration collective. Donc si on regarde le verre à moitié plein, on peut se dire le fait que ça n'ait pas baissé pendant ce temps-là est déjà plutôt un côté positif pour aller dans le sens de ce que disait Loïc Agnès. Certains y arrivent et surtout, ce qui est important, c'est que certains y arrivent à budget constant, à coût matière constant. Le coût matière d'un repas en restauration collective, c'est assez faible, c'est 2 €, 2,20 €. Et certains ont réussi à travers 3 leviers, donc la lutte contre le gaspillage alimentaire, la diversification des sources de protéines, et puis en travaillant leur stratégie d'achat, à atteindre ces objectifs à coût constant. Donc c'est possible, c'est toute la conduite du changement pour mettre en place un projet de restauration collective, un projet durable qui associe tous les acteurs de l'établissement pour atteindre ces objectifs. Et pour finir sur comment on favorise l'accès aux PME, aux entreprises un peu plus locales. Donc ça, c'est des chiffres que nous n'avons pas à date. Pour autant, on outille les gestionnaires de la restauration collective, et c'est tout l'objet de ces guides d'achat qu'on met à disposition, de finalement faire monter en compétence les acheteurs publics sur leur stratégie d'achat. Et à travers le sourcing, qui est l'étape indispensable. Donc, je connais mon marché, je vais me renseigner sur comment sont les produits sur le territoire à côté, les allotissements, donc pas un seul lot restauration collective, mais faire des lots par catégorie de produits, ce qui les rend aussi accessibles en fonction des caractéristiques qui sont indiquées aux différents accords du territoire. Et puis, comme le disait Sophie Palin, les projets alimentaires territoriaux qui permettent, il y a des actions dans le cadre de ces projets qui sont très fréquentes, qui sont de faire monter en compétence à la fois l'acheteur public dans sa stratégie d'achat et aussi l'amont agricole pour être en capacité de répondre à ces appels d'offres, à ces marchés publics. Parce que c'est souvent difficile, il y a un formalisme particulier, donc il y a des formations où on encourage les producteurs à se regrouper pour être en capacité de répondre à la commande publique. Merci. Pour les collègues, donc Monsieur Mériou. Bon, non, vas-y, et après, pardon, non, alors, Madame Daniel. Merci. Moi, j'avais une question, vous l'avez un peu évoqué, mais sur les enjeux autour de l'inflation. Est-ce que vous avez pu mesurer la part de ces réglementations et de ces nouvelles directives qui ont évidemment des objectifs vertueux sur l'effet inflationniste, enfin leur effet inflationniste, et le distinguer de l'effet inflationniste global lié à l'inflation classique sur les produits alimentaire. Et le pendant de cette question, c'est évidemment cette inflation, elle est payée soit par les collectivités, soit par les familles. Comment est-ce qu'il y a d'éventuelles compensations? Comment est-ce que c'est absorbé? Et quelle est la politique que vous menez en ce sens? Merci. Monsieur Mériou. Oui, bonjour. Moi, je voudrais évoquer les difficultés d'inadéquation entre les règles de la commande publique et l'approvisionnement local.
Moi, j'ai un département qui a beaucoup investi en matière des collèges, de l'alimentation dans les collèges, le département de la Dordogne, avec un programme 100% bio, 100% local et de saison, donc, et 100% fait maison. Ce qui nécessite une agilité dans les achats, c'est-à-dire pouvoir s'approvisionner, par exemple, en fraises, fin juin, début juillet, un moment où, après un coup de chaleur, il y a beaucoup de fraises, puisqu'on produit pas mal de fraises dans le département, où il y a une grosse production qui ne trouve pas preneur sur les circuits traditionnels. Et là, on est vraiment démunis, parce qu'on est en permanence en dehors des règles de la commande publique. On est actuellement sur la moitié des collèges qui sont 100% bio, 100% fait maison, 100% local. Ça marche bien. Il faut simplement former les cuisiniers à ne pas ouvrir des boîtes, mais à cuisiner. Ça se passe très bien sur le... Et ça encourage la production locale. Donc d'où l'intérêt des plans alimentaires territoriaux pour approvisionner. C'est vraiment l'objectif de 100% des collèges bio, local, fait maison sera atteint à la fin du mandat, de la mandature du département, et on est en train de l'étendre sur les maisons de retraite, etc. Donc on arrive à avoir des coûts qui ne sont pas plus élevés que l'alimentation traditionnelle, mais quand on regarde les règles de la commande publique, on est hors jeu, quoi. Enfin, on n'est pas en adéquation, on est en difficulté. Voilà, donc comment on peut arriver pour coller à la production locale et être un des acteurs du développement du bio, du développement d'exploitations qui vont directement fournir les établissements locaux. Voilà, comment on arrive à adapter tout ça avec une réglementation qui est quand même, si on veut la respecter, on est à côté, quoi. Voilà. Merci. Monsieur Dufour. Oui, merci Président, merci Madame, merci Messieurs de vos explications en termes de commande publique des produits alimentaires. Alors, je ferai simplement une remarque, peut-être poser une question, comme vient de faire mon collègue. Il s'avère que dans nos territoires ruraux, dans mon département en particulier, le Gers, les cantines scolaires et les collèges font appel à des produits locaux, à des produits bio. Mais c'est une question de prix, bien sûr, puisque ces produits sont plus chers que les produits, disons, de grande surface ou de collectivité. Mais il s'avère que dans des établissements de santé, je pense aux EHPAD, aux hôpitaux, bien là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de commande de produits, de ce style de produits. Alors, est-ce que d'après vous, c'est un problème de prix, je suppose, mais vous allez me dire pourquoi la commande publique n'est pas opérée dans ces établissements. Monsieur Kenevet. Oui, j'ai un peu le même. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. J'ai un peu la même interrogation concernant la capacité à approvisionner effectivement les opérateurs publics, que ce soit les cantines scolaires, les cantines des lycées et des collèges, bien sûr, et puis de l'ensemble des établissements du secteur médico-social, où on voit bien qu'il y a aujourd'hui une appétence à ce qu'on puisse recourir à des produits locaux. En Bretagne, notamment, l'ensemble des collectivités orientent fortement là-dessus, en particulier les départements et les régions, mais on est toujours contraint par la règle de la commande publique, et tout ceci est particulièrement difficile parce que face à des offres émanant de fournisseurs qui sont en capacité de pouvoir répondre à des allotissements assez importants, on a pour les petits producteurs toujours des difficultés. Donc il faudrait sans doute qu'on puisse avoir des dispositions qui permettent d'exempter ou de faire en sorte que lorsque on a recours aux producteurs locaux, on ne soit pas astreint à des seuils qui finalement, quand on additionne la totalité des commandes, font qu'on a des règles de commande publique qui sont particulièrement drastiques. Donc là, il faudrait sans doute que l'on puisse s'appuyer plus sur des considérations territoriales pour permettre d'apporter des réponses aux besoins locaux et pouvoir en même temps encourager la production locale et soutenir l'économie locale. Merci. Je vous laisse répondre.
Merci beaucoup. Je me propose de commencer, puis je laisserai les collègues compléter, notamment sur le sujet de l'inflation et du coup des repas, mais peut-être pour commencer par répondre par les dernières interventions. Donc il y a ce qui relève de la commande publique et de ses principes, et puis il y a aussi ce qui relève d'Egalim. En tout cas, vous parliez d'exemption, ça fait le lien avec la question sur les sanctions. Donc voilà, aujourd'hui, donc comme on ne sanctionne pas, on n'est pas parti dans une logique d'exemption, pour le dire, de cette façon. Et effectivement, vous citiez le secteur médico-social. C'est ce qu'on voit aussi dans nos statistiques. Ils sont un peu en dessous des autres. Le collègue me disait qu'effectivement, c'est un secteur qu'on voit télédéclaré de plus en plus, donc aussi ça va nous permettre d'avoir une meilleure photo, mais dans ceux qui télédéclarent, on voit bien qu'ils sont un peu en dessous. La raison, on pense que c'est principalement le prix, c'est quand même ça qui... Voilà, c'est ça, oui, c'est ça qui est le plus gros driver. Et pour en revenir au contrôle et sanctions, c'est vrai que c'est difficile du coup, j'ai envie de dire pour l'État, mais peut-être que, en tout cas de notre point de vue, c'est la DGL qui est auditionnée, mais en tout cas c'est dur de sanctionner de telles obligations qui encore une fois ne sont pas simples à mettre en œuvre, ont un coût. Donc c'est pour ça qu'on est encore dans cette logique de mobilisation, comme disait Madame Palin. Et je voulais aussi dans cette logique de mobilisation rappeler un événement d'avril 2024 qui s'appelait la conférence des solutions, où les ministres Fesneau et Agnès Pannier-Runacher, donc quand elle était ministre déléguée à l'agriculture, avaient remobilisé tous les acteurs. Et voilà, on souhaite que les gens se télédéclarent pour avoir une meilleure photo. Pour l'instant, on mise tout sur cet appel à contribuer sans sanction. Enfin, on trouve que c'est peut-être la meilleure approche. Mais pour revenir au sujet, d'ailleurs, sur le médico-social, fait l'objet d'un groupe de travail qui a été mis en place au premier trimestre 2025, dans le cadre aussi de ce fameux CNRC qui est notre, comme ça a été dit, notre Parlement de la restauration collective, si je peux l'appeler comme ça. Donc on y travaille, mais bon, pour vous répondre, principalement, c'est sûr, c'est le prix. Sur la question des produits locaux, je l'ai un peu dit en propos liminaire, c'est sûr que si on propose des produits locaux purement pour ça, on va à l'encontre des principes de la commande publique, donc la liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement, les principes de non-discrimination et de liberté de circulation des personnes, capitaux, services. Je crois que vous voyez aussi la directrice des affaires juridiques de Bercy bientôt, donc probablement qu'elle vous en parlera aussi, mais c'est vrai que c'est un gros... Voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Mais pour autant, on pense qu'effectivement, il ne faut pas opposer les produits durables et de qualité et les produits locaux. Au contraire, et effectivement, vous l'avez dit, vous faites beaucoup de choses et j'ai envie de dire bravo. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir permettre donc à la fois des approvisionnements en produits durables, de qualité et locaux. Et la seule chose, c'est effectivement les stratégies d'achat. Donc, je comprends que c'est compliqué. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des guides. Donc, il y a notamment un guide des achats qui est disponible sur Ma Cantine. Voilà, on refait de la pub qui est à disposition. Enfin, Ma Cantine, c'est libre et gratuit. Donc, pour essayer d'aider, il y a les travaux aussi avec la DAE qui sont en route. Je ne dis pas que c'est simple, mais voilà. De notre fenêtre à la DGL, on essaye de rendre ça le plus limpide possible, mais il n'y a que cette voie-là, entre guillemets, pour vous aider, donc via le sourcing des fournisseurs et les clauses sur les marchés publics. Mais si Erwan, tu veux compléter, ou Sophie ? Juste un petit mot pour dire qu'effectivement, les difficultés que vous remontez sur la question des produits locaux sont des difficultés qui nous reviennent souvent, avec différentes propositions qui ont effectivement été faites, soit de relèvement des seuils, soit d'exonération de certaines dispositions d'une partie des achats. Sur ces sujets, c'est vrai que nous,
on souhaite avancer avec la direction des achats de l'État, avec les juristes, pour voir comment on peut faire évoluer les choses. Je voulais juste faire un petit arrêt sur la vision pour l'agriculture et l'alimentation qu'a publiée la Commission européenne. Juste pour signaler tout de même, donc, la Commission donc, annonce une initiative législative qui vise à renforcer le rôle des marchés publics pour récompenser les efforts déployés au niveau européen par les agriculteurs, l'industrie alimentaire et les services en matière de qualité et de durabilité, et offrir aux petites et moyennes entreprises la possibilité de participer à de telles activités. Donc c'est assez intéressant d'avoir ces éléments en tête parce que il me semble que derrière, la Commission ouvre la porte peut-être à des incitations sur ces sujets liés aux produits locaux. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a bien repéré et sur lequel notre ministère sera vigilant. Et donc pour terminer sur la première question, sur le surcoût, ça c'est quelque chose qui a été évalué par notre inspection générale, donc le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, dans un rapport de 2022, il me semble, qu'on avait transmis à la Commission dans la base documentaire, donc qui chiffrait... alors les chiffres sont différents en fonction des secteurs, bien évidemment, mais en moyenne, on était entre 14 centimes et 42 centimes de surcoût par repas pour l'atteinte des objectifs de la loi Egalim. Donc on peut faire une moyenne à peu près à 20 centimes, en tout cas c'est ce qu'on utilise comme base de référence. Donc sur un coût matière de 2 €, 2,20 €, on a 20 centimes supplémentaires pour atteindre les objectifs de la loi Egalim. Et le CGER avait réalisé ce rapport aussi dans ce contexte d'inflation et avait chiffré le supplément dû à l'inflation à 20 centimes supplémentaires. Donc 20 centimes atteinte Egalim, 20 centimes supplémentaires à inflation. Et après, on a aussi, quand on utilise les leviers que sont la lutte contre le gaspillage alimentaire ou la diversification des sources de protéines, on peut arriver à des économies qui sont assez importantes, de l'ordre de 20-30 centimes par repas, qui peuvent compenser tout ça. Après, on aurait pu faire les économies sans les augmentations, donc on ne peut pas vraiment comparer quand même. Alors, j'aurais souhaité vous poser quelques questions complémentaires. Tout d'abord, disposez-vous du côté de l'État, parce que moi, je tiens à bien distinguer ce qui relève des collectivités locales qui, en effet, sont particulièrement exemplaires, plus ou moins en avance, évidemment, mais globalement, elles sont toutes, je pense, plutôt en avance sur ce que l'État peut faire. Est-ce que vous avez du côté de l'État le chiffre précis du coût matière par repas aujourd'hui? Alors évidemment, j'ai bien compris qu'il pouvait y avoir des disparités entre les ministères, mais sur le périmètre État, ce coût matière, avez-vous une idée de ce chiffre qui a son importance? Parce que là, on parle beaucoup des bénéficiaires, des services de restauration, mais il y a un acteur clé dans cette chaîne de valeur, c'est l'agriculteur, l'agricultrice, que l'on entend soutenir aussi très fortement. C'était l'un des débats que nous avons eus dans le cadre de la loi d'orientation. Bien rappeler ici qu'évidemment il y a une question de moyens, mais au passage ça ne concerne pas que l'État, ça concerne aussi les collectivités qui font face à des contraintes quand même majeures et qui pour la plupart d'entre elles décident malgré tout de sanctuariser cette politique publique. Et il est important aussi de rappeler, comme vous l'avez fait, que plus de bio, alors on a l'exemple emblématique de la Dordogne, mais plus de bio, plus de qualité, c'est pas forcément des repas plus chers. Je suis chargé à la région Bretagne du suivi de ces politiques, bien manger et projets alimentaires territoriaux. Et en réalité, nous avons là aussi des lycées particulièrement exemplaires où grâce aux faits maison à la lutte contre le gaspillage, en réalité, pour un même coût matière, nous arrivons à proposer des pourcentages extrêmement forts de produits sous signe de qualité ou de produits sur l'agriculture biologique. Donc, première question sur le coût matière. Deuxième question, vous l'avez un petit peu évoqué, mais il y a une procédure de révision des directives européennes sur les marchés publics. À travers votre direction, faites-vous passer des messages aux représentants de la France qui interviennent dans ces négociations et si oui, sur quelle ligne s'agissant de l'achat de denrées alimentaires?
Troisième question, vous avez évoqué, Madame Palin, à raison, l'achat durable de poissons, de produits de la mer. Nous avons, nous en Bretagne, travaillé avec les professionnels du secteur à un label qui s'appelle le label Breizhmer. J'ai eu l'occasion d'interroger la ministre de l'Agriculture sur le sujet, s'agissant de l'appréciation de l'équivalence pour le caractère Egalim de ce label. Alors on a eu confirmation qu'a priori le décret de 2019 ne serait pas révisé, mais cette équivalence, elle pourrait, selon nous, s'apprécier selon une approche multilabel. Donc il y a un courrier que j'adresse à la ministre de l'Agriculture sur le sujet, mais est-ce que vous pourriez nous en dire davantage pour là aussi sécuriser les acheteurs publics et pouvoir valoriser à raison l'achat de ces produits sous label? Avant-dernière question sur le fameux T0, en réalité, on est bien d'accord, vous nous avez donné un T0 qui est postérieur à l'adoption de la loi. Or, le principe du T0, c'est avant même de pouvoir fixer dans le marbre de la loi un objectif, c'est de connaître la situation de départ. Mais encore une fois, il n'y a pas que l'achat de denrées alimentaires, malheureusement, qui témoigne de cette défaillance, de notre point de vue, sur laquelle nous travaillons, nous aussi, en tant que parlementaires. Donc, est-ce que là, sur les outils de pilotage, au-delà de Ma Cantine, vous avez sur le périmètre État des éléments extrêmement précis de pilotage en quasi temps réel, même si nous avons bien conscience de l'importance du périmètre. Et pour terminer sur la dernière question avec Ma Cantine, là aussi, les chiffres que vous donnez sont quand même intéressants. C'est-à-dire que vous notez le nombre croissant de cantines et de services de restauration collective inscrites, mais vous précisez bien par ailleurs qu'il y a un décalage très net entre le nombre d'inscriptions et le nombre de télédéclarants. Si je reprends les chiffres pour 2024, 38 000 inscrits, 17 000 déclarants. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ces échantillons sont représentatifs? On peut légitimement avoir quelques doutes parce que, a priori, on pourrait tout à fait comprendre que les plus en retard ne se déclarent pas. Au sein même de cet échantillon plus ou moins représentatif, des écarts extrêmement significatifs peuvent exister. Et d'après les éléments dont nous disposons, même si il peut y avoir des exceptions du côté de l'État, mais ce sont les collectivités qui tirent le système. D'après les informations que nous avons. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner précisément aujourd'hui sur le périmètre État les performances des services de restauration collective au regard des objectifs de la loi Egalim? Nous auditionnerons dans les prochaines semaines évidemment les représentants du secteur hospitalier, mais on sait qu'il y a un sujet du côté des universités aussi qui est récurrent, et nous aurions besoin de ces chiffres pour éviter d'amalgamer des données qui témoignent de dynamiques politiques qui sont quand même extrêmement variables. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. On va les prendre dans l'ordre et peut-être commencer par la fin. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des outils, voilà, c'est bien Ma Cantine et que Ma Cantine. Donc, on n'a pas d'autres outils. Et depuis cette année, dans le périmètre service public éco-responsable, alors là, on oblige. Donc là, on s'oblige à nous, enfin au restaurant État, d'utiliser Ma Cantine pour télédéclarer. Donc, on n'a que cet outil. Pour préciser aussi le périmètre de service public éco-responsable, il n'y a pas les hôpitaux. Donc c'est que, on va dire, la fonction publique d'État. Bon, mais il y a les universités, par exemple. Donc là, on a les chiffres, par périmètre ministériel, donc État. Donc ça, enfin, on peut les égrener là, mais sinon on vous les donnera par écrit. Vous verrez que c'est assez disparate aussi suivant les ministères. Après, sous le contrôle des collègues, vous dites que les collectivités tirent le chiffre. Je ne sais pas si, comment dire, on ne confirme ni on infirme, mais c'est peut-être pas si... Enfin, on pourra vous donner les éléments, c'est peut-être pas si évident de notre point de vue sous le contrôle des collègues. Sur le T0, alors quand je vous ai répondu, c'était voilà, pour vous dire qu'on n'avait pas le T0 et effectivement, je vous ai donné le T1. Après, ce que je peux dire, donc ça peut être vu comme une faille de l'erreur de départ, mais quand même dire qu'il y a eu ces états généraux de
l'alimentation, les EGA, où il y a quand même eu beaucoup de dialogue, d'ailleurs avec des parlementaires. Donc il y a eu cette phase de dialogue. Voilà, s'il y avait eu effectivement une grande divergence de vues sur ces objectifs, comme on l'a dit, effectivement ambitieux, ça aurait pu être vu ou dit à l'époque, mais bon, c'est une façon de démarrer. Sur le label Breizhmer, là aussi sous le contrôle des collègues, je crois que ce qui, entre guillemets, pose difficulté, ce n'est pas la qualité du label, mais le côté géographique breton. Donc on reste sur une zone géographique et c'est plutôt ça qui, je crois, est le caractère un peu bloquant par rapport à ce qu'on disait sur le localisme. Et la Bretagne, je n'ai rien contre la Bretagne dit personnel, mais du coup, voilà, c'est surtout ça, à notre sens, qui est le critère un peu bloquant. Et alors, sur l'ouverture au niveau européen, qui peut-être peut résoudre ce caractère géographique bloquant, donc là, on n'a pas de texte, donc il n'y a pas de négociation, mais pour retirer le fil qu'a tendu Sophie Palin tout à l'heure, il y a des parties prenantes qui ont des idées. On a soumis à notre service juridique et j'ai envie de dire tout ça nous aidera à construire la position française. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de position française sur des textes qui ne sont pas sur la table, pour le dire aussi comme ça. Mais en gros, on est en train de se préparer avec l'aide des idées. Il y a le réseau Agores, je crois, qui nous a fait part d'idées. Donc on expertise tout ça, Terres en Ville, et ça viendra, nourrir la position française. Et peut-être, pour finir aussi, les collègues veulent compléter sur les coûts matières. On a ce fameux rapport du CGRR, mais peut-être Erwan. On a les chiffres aussi, je ne sais pas s'il faut les égrener là, mais on a bien les coûts matières moyens, par exemple pour les restaurants administratifs, les armées, les prisons. Donc on pourra vous donner, c'est autour de 2 € par repas. Ce qui est à peu près comparable, je le vois dans le tableau là, au collège et lycée, moins comparable aux écoles maternelles, mais les portions sont plus petites, donc c'est ce qui explique peut-être cela, mais on pourra vous donner ces éléments. Je ne sais pas si les collègues veulent compléter. Peut-être un point de précision. Effectivement, donc on n'a pas forcément les données par rapport aux collectivités. Par contre, on les a par secteur. C'est vrai que le secteur de l'éducation, qui relève des collectivités, est un secteur avec un nombre important de télédéclarations. On a fait toutefois une comparaison par rapport à la cible estimée du nombre de cantines concernées et on vous fera passer les éléments, mais en regardant, on voit par exemple que sur la télédéclaration qui a eu lieu l'année dernière, l'éducation, donc on peut considérer que la part des cantines qui ont été télédéclarées par rapport au total des cantines estimées, on est à 26%. Concernant le secteur administration, on est à 37%. Concernant le secteur santé, on est à 36%. Et concernant le secteur médico-social, on est à 9%. Voilà, donc il y a le nombre de télédéclarations qui sont faites, mais il faut aussi les comparer on va dire à la source, à la base. Et donc pour compléter sur ces enjeux de données et d'accompagnement, rappelez quand même que c'est un secteur qui est vraiment très compliqué parce que c'est un secteur qui est éclaté dans le sens où il y a des modes de gestion qui sont différents, des donneurs d'ordre qui sont différents, des organisations qui sont différentes, et finalement on a 85 000 entités qui répondent pas. Enfin, c'est très décentralisé. Et c'est très compliqué d'aller les toucher, d'aller collecter de la donnée. Donc jusqu'à présent, les enquêtes qui ont pu être menées sur la restauration collective, on avait des échantillons qui étaient assez faibles, au maximum de l'ordre de quelques milliers. Là, cette année, on devrait arriver à plus de 30 000 cantines. Donc on va se rapprocher d'une photo qui sera représentative de la réalité. Et surtout, on n'a jamais mieux fait avant. Donc on n'aura jamais été aussi précis que ce qu'on va avoir comme données jusqu'à présent.
Et alors pour compléter sur le suivi pour l'État, donc effectivement le rapportage qui est demandé à l'État passe par le même outil que le rapportage qui est demandé à tout le monde. Ça, il y a quand même un enjeu de simplification et de cohérence à passer par le même outil. Pour autant, on a une organisation tout à fait particulière, parce que pour chaque pôle ministériel et chaque préfecture, il y a des responsables services publics éco-responsables qui sont en charge d'aller chapeauter la collecte de données et puis la mise en place de cette transition dans les établissements qui sont sous leur responsabilité. Et donc, ça nous permet d'avoir des relais au sein des pôles ministériels et des préfectures pour faire un état des lieux de tous les établissements qui sont sous leur responsabilité et s'assurer que ces établissements-là soient inscrits, télédéclarent et mis en place, bien sûr, des actions pour atteindre les objectifs. Et on parle beaucoup d'inscription de télédéclaration et ça peut paraître un peu anecdotique. On peut avoir l'impression que c'est uniquement pour avoir la photo. Mais en fait, c'est vraiment l'étape 1 de la conduite du changement. C'est à l'échelle de chaque établissement ce diagnostic. C'est pour savoir comment je vais faire pour atteindre les objectifs. Il faut que je sache où est-ce que j'en suis et quels sont les leviers dont je dispose. Donc finalement, la télédéclaration, ce n'est pas uniquement pour nous, pour avoir les informations, mais c'est aussi beaucoup pour les établissements en tant que tels, pour savoir d'où ils partent et pouvoir mettre en place, en fonction de leur diagnostic initial, les actions qui sont adaptées. Donc tout ça pour le secteur SPE, service public éco-responsable. On a vraiment cette organisation avec les responsables SPE qui permettent d'avoir une vraie montée en puissance de ce dispositif pour une augmentation de la photo et aussi des objectifs à la fin. Je vous remercie, mais je vous avoue que les réponses... allez, on va rester diplomate, mais ne me satisfont qu'à moitié. Encore une fois, du côté de l'État, moi j'entends bien la complexité, mais malgré tout, là, il y a une chaîne de commandement qui est très claire. Et donc là, on peut quand même déplorer qu'entre 2018 et 2025, quand même 7 ans, nous sommes à un moment où, avec les éléments que vous nous communiquez, nous ne disposons pas de vue complète consolidée. Je parle même pas du quasi-temps réel, même si ça pourrait être la vocation à terme de ma cantine, mais avec justement le lien fait avec la volonté des uns et des autres de télédéclarer ou pas, la qualité de la télédéclaration, les informations qui sont remontées. Moi je le dis en prenant l'exemple de la région Bretagne, nous avons déployé un observatoire et un système de remontée des données avant la mise en place de ma cantine. Nous avons d'ailleurs dû travailler à l'interopérabilité des systèmes parce que l'État est arrivé après et donc nous avions ce temps d'avance. Il n'y avait pas eu de concertation là non plus et au passage nous pouvons témoigner les uns les autres que pour les collectivités même de taille correcte, je ne parle même pas des plus petites, cette complexité-là, elle explique aussi les 26% de télédéclaration. C'est-à-dire que nous avons des agents aujourd'hui qui sont prioritairement mobilisés sur les stratégies d'achat pour travailler avec les producteurs de proximité. Et là, honnêtement, dans la façon de faire de l'État, encore une fois, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. Moi, je voudrais quand même revenir sur aussi le label Brisemer. Vous avez évoqué la circonscription géographique, mais évidemment, on ne peut pas reprocher à un territoire maritime de pouvoir valoriser ses productions, d'autant plus que le label Brisemer, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais est conforme aux attendus et aux critères d'un certain nombre d'autres labels auquel il n'est pas équivalent en totalité, mais si on prend les AOC, si on prend les IGP, etc., ou le commerce équitable, il coche un certain nombre de cases. Et donc cette robustesse-là, de notre point de vue, devrait être de nature à valoriser cette pêche locale, parce que nous avons des produits de saison, là aussi, qu'il faut apprendre à travailler, parce que vous le savez comme moi, les principaux produits de la mer consommés aujourd'hui dans les restaurations collectives comme par les Français, c'est du saumon, sont des crevettes, etc. Ce ne sont pas nos productions locales. Donc là aussi, nous avons ce travail à réaliser. Mais ce qui me frappe quand même, c'est que là, l'État, de mon point de vue en tout cas, ne se donne pas les moyens
de pouvoir dire clairement où il en est et comment il se donne les moyens d'être enfin au rendez-vous des obligations qui s'imposent à lui. Je comprends mieux pourquoi Madame la Ministre en séance lors de la LOA ne m'avait pas répondu, mais parce que mettre les collectivités sur le devant de la scène, et vous avez raison Madame Palin, quand vous dites les bénéficiaires, etc., nous on le voit dans les conseils d'administration de nos lycées, de nos collèges, etc., les parents, les enseignants aussi demandent légitimement des comptes. Mais quand même, pour l'État, on ne va pas se raconter d'histoire, tout ça est un peu plus nébuleux, et donc finalement, on a quand même des collectivités qui sont en première ligne, et de l'autre côté, l'État qui, non content de réduire leur marge de manœuvre financière, est quand même assez loin de l'exemplarité attendue. Donc, que ce soit dans les outils de pilotage, dans la conduite du changement, parce que moi, je lis bien ce que vous avez pu nous dire sur les guides d'achat, etc., mais l'essentiel ne se joue pas là. Et encore une fois, la loi Egalim, elle a 7 ans. Donc, je suis assez frappé de cela. Et encore une fois, ce ne sont pas des reproches personnels. On est bien d'accord les uns et les autres. Mais ça confirme bien le sentiment. Et ça, c'est un message qui est attendu de la part de nos producteurs qui nous disent « mais jouez le jeu, mettez le paquet ». Je constate quand même globalement qu'on est assez loin de ce qu'on pouvait être en droit d'attendre en 2025. Allez-y. Droit de réponse, je ne sais pas, mais déjà, et peut-être aussi voilà, avec les collègues, sur l'aspect complexité et besoin de simplification, notamment de la télédéclaration, si on parle de ce dont on est responsable, c'est juste dire que c'est un point qui a été bien identifié. On a fait déjà des démarches de simplification. Là, il y a le projet de loi simplification qui est en discussion. Donc, voilà, on en parle avec le cabinet de la ministre. Ça fait partie des sujets sur lesquels voilà, on peut avancer, en tout cas sur lesquels on travaille. C'est ça que je peux vous dire aujourd'hui. Et peut-être sur le label Breizhmer. Donc, encore une fois, bon, mais peut-être passer la parole aussi à Erwan de Gavel. Encore une fois, dans les critères Egalim, voilà, il y a les sujets des labels, enfin des SICO, des labels, des mentions valorisantes, et puis il y a ce fameux critère d'achat sur préservation de l'environnement et approvisionnement direct. Donc, c'est peut-être, enfin, au sein de ce critère d'achat, que les produits Breizhmer peuvent quand même voilà, intégrer, pardon, cherchez mon mot, les objectifs Egalim. Voilà, c'est une possibilité, mais c'est juste, est-ce qu'on dit que c'est le label voilà, qui est entre guillemets listé, ou est-ce que c'est l'approvisionnement? Mais l'approvisionnement nous paraît tout à fait possible, mais Erwan, si tu veux compléter. Oui, peut-être rappeler la liste des critères Egalim, ce n'est pas le pouvoir réglementaire qui la fixe, hein, c'est bien le pouvoir législatif à l'article L230-5-1. Donc la liste des labels qui est citée n'est pas à notre main. Et une modification du décret ne pourra pas permettre d'introduire ce label-là dans tous les cas. Par contre, ce qui peut être fait comme pour d'autres labels privés, c'est effectivement l'utilisation d'un des deux critères d'achat qui est autorisé par la loi, et notamment le deuxième qui est relatif aux performances environnementales et aux achats directs. Ça, les guides qu'on a fait l'expliquent très bien. Là, ça doit vraiment être dans les cahiers des charges et des marchés publics qui sont faits, un certain nombre de caractéristiques relatives aux performances environnementales. Et on a réalisé ce travail en 2024 sur les poissons pour justement, et les produits de la mer, pour justement identifier quelles sont des caractéristiques environnementales pour ces secteurs-là qui sont assez particuliers. Donc en lister un certain nombre qui peuvent être introduits dans les cahiers des charges par les acheteurs. Donc les acheteurs peuvent dire sur les produits de la mer et poissons, je souhaite qu'il y ait telle caractéristique qui soit remplie. Et deuxième critère cumulatif qui est introduit par le législateur, les achats directs. Donc en fonction du nombre d'intermédiaires qu'il y a dans les achats, il y aura une notation qui va être mise. Ensuite, les produits les mieux notés vont être ceux qui sont retenus. Si les critères qui sont introduits sont ceux qui correspondent à votre label, enfin au label Breizhmer, dans ce cas-là, ces produits pourront être comptabilisés dans les 50%. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel le Conseil national de la restauration collective a travaillé toute l'année 2024 et on va mettre à jour les guides prochainement là-dessus.
Peut-être préciser sur une des remarques que, alors si vous voulez les chiffres précisément sur l'État, donc ça apparaît pas directement dans les rapports Egalim, quoique on a fait un encadré là-dessus, mais c'est surtout dans le rapport SPE, donc Service Public Éco-Responsable. Là, vous avez vraiment les chiffres précis sur l'atteinte des objectifs Egalim et de toute cette mesure 10. Vous les avez vraiment sur le périmètre État, donc qui sont issus des outils de pilotage qui ont été cités précédemment. Oui, alors ce sont des chiffres, encore une fois, pour moi, par secteur. Enfin, c'est-à-dire que de mon point de vue, il devrait, même si j'entends bien la diversité des sujets, mais l'État est un opérateur en tant que tel, nous devrions avoir ces données consolidées. Ensuite, mais on s'arrêtera là, sur le label Bresmer, je n'ai pas dit que les critères relevaient du pouvoir réglementaire. Mais le décret en question arrête bien la liste des labels sur la base des critères qui ont été votés par le législateur. Et ce que nous estimons, c'est que le label Bresmer, mais ça pourrait peut-être s'appliquer à d'autres, en fait, coche un certain nombre de cases. C'est la particularité de ce label, et donc à partir de ce moment-là, en réalité, par rapport aux labels qui ont été retenus dans ce décret, on pourrait, de notre point de vue, apprécier l'équivalence et le reconnaître au même titre qu'un certain nombre de labels qui figurent dans ce même décret. Donc nous souhaitons obtenir ces éléments de façon claire pour que les acheteurs publics, d'ailleurs pas que les Bretons, mais si demain en Dordogne on souhaitait valoriser du poisson breton, ils puissent le faire. La ministre a commencé à ouvrir la porte de cette équivalence multilabel, mais nous n'avons pas obtenu définitivement confirmation. Donc là, nous allons poursuivre ce travail et vous nous y invitez. Je vous en remercie. Voilà, il est 17h17. Pour les collègues, c'est bon parce qu'on a 2 autres auditions à suivre. Encore merci à vous. Merci.
Bonjour à toutes et tous. Chers collègues, nous poursuivons